diplômé de grandes écoles, il est marocain, musulman. On verra que ça a son importance. Driss Ghali présente un ouvrage très personnel, L'identité. D'abord, une réflexion profonde sur la question de l'identité avec des développements qui touchent à la fois l'histoire, la culture, la religion, la politique. Allez, en avant à la découverte de cette lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Driss Ghali, bonjour. Bonjour, merci. Alors cet ouvrage est édité, bien évidemment, aux éditions L'Artilleur et il est en vente sur le site de tvl.fr, dans la boutique tvl.fr. Dans cet ouvrage, vous insistez sur l'importance de l'identité dans sa propre construction, dans sa construction personnelle. Bien sûr. La construction de votre identité aura pris, elle, de très nombreuses années, à tel point qu'il vous faut 80 pages pour l'évoquer et expliquer le rôle des femmes, puis d'une femme, dans ce développement, dans l'élaboration de votre personnalité. Beaucoup de temps et le rôle des femmes. Oui, je suis têtu. J'ai longtemps été plus à l'aise avec l'intellect, le côté cérébral, que le côté émotionnel. Alors que le côté émotionnel est une richesse extraordinaire. Pour des raisons peut-être génétiques, familiales ou autres du hasard, je ne l'ai pas assez développé. Et c'est ma femme qui m'a réveillé d'un point de vue émotionnel, sentimental. C'est pas faute d'avoir cherché quand même. Chercher à mon... Oui. Cette émotion. Cette émotion avec les femmes. Oui, mais les femmes ont une influence extraordinaire sur les hommes. Hein. Nous faisons le possible et l'impossible pour leur plaire. Leur parfum nous touche, nous met en mouvement. Il y a des femmes, bien sûr, qui sont toxiques, il y a des femmes qui sont extraordinaires. Il y a la Vierge Marie, qui est notre mère à tous. Mais les femmes ne nous laissent pas indifférents. Elles peuvent être une voie sans issue quand c'est le sexe pour le sexe. Je suis passé par ça. Espèce de syndrome Tinder, comme le papillon. Et puis, elles peuvent être vraiment nous sauver. Alors, on se sauve toujours soi-même, mais une femme peut être une sorte de psy à domicile. Hein. Pourquoi, ce sera mon dernier point, les femmes voient l'invisible. J'y crois beaucoup. Hein. Ce n'est pas un hasard qu'elles ont été toujours pourchassées pour sorcellerie, au Moyen-Âge et autres. Dans toutes les cultures, il y a une espèce de méfiance par rapport aux femmes, toujours éloignées des sacrements, des rites, même en Afrique, hein, c'est-à-dire hors du monde musulman ou du monde catholique. Et ma femme a vu en moi un potentiel auquel moi je ne croyais plus, et elle a vu en moi la difficulté identitaire, au sens large du terme, c'est-à-dire quel est ton projet, quel est ton désir. Et le jour où j'ai récupéré mon désir, je l'ai assumé et mon projet, donc mon identité, j'ai commencé à m'en sortir. Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant ? Est-ce que pensez-vous que la question de l'identité est plus urgente qu'auparavant ? Je pense que elle est primordiale parce que, au fait, on a tout essayé. Et pas seulement en France, on a tout essayé. Le communisme, le socialisme, le libéralisme, l'Europe, le macronisme, on arrive à la fin. Là, les batteries sont plates. Et rien ne marche. On s'enfonce, on continue à s'enfoncer. Il y a un sentiment d'impuissance, de déréliction. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, en fait. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. On appuie sur les boutons, ça ne marche pas. Politiquement. Et la thèse du livre, c'est qu'on s'est oublié nous-mêmes. Et donc, on n'appuie pas sur les bons boutons. On appuie sur des boutons techniques. Les retraites, la réforme de, l'aménagement du territoire, la dette. OK, c'est important, mais c'est de la technique. Au fait, ce qu'on a oublié, il y a une télécommande intérieure, c'est l'identité française. C'est le pétrole de demain, en fait. C'est-à-dire que le pays de la grandeur, le pays de l'élite, de l'excellence, c'est un pays de l'excellence intellectuelle, un pays d'ingénieurs, un pays d'hommes d'affaires qui font des grandes choses, qui font des ponts. Vous avez de Lesseps qui a creusé le canal de Suez, qui a failli faire celui de Panama, quand même. Le pays de Gustave Eiffel. C'est vraiment, la France, c'est Gustave Eiffel. C'est-à-dire, on rayonne dans le monde, mais avec une expertise très pointue. C'est pas un pays de... Et tout ça, on l'a oublié, et on veut ressembler aux Américains, aux Allemands. Donc, on se plante complètement. Et moi, j'en parle avec, entre guillemets, légitimité, parce que toute ma vie, j'ai essayé de ressembler à des gens qui avaient d'autres projets que moi. Au HEC, aux polytechniciens. J'ai voulu me faire passer pour un vendeur, pour un cadre. Je ne suis pas tout ça. Et le jour où je me suis retrouvé moi-même, grâce à ma femme notamment, mais aussi grâce à beaucoup d'efforts intérieurs, parce que le sauveur, rarement, il vient de l'extérieur. Il faut décider soi-même de changer. J'ai commencé à avoir un minimum de paix intérieure. Et c'est ce qui manque. Je pense que le malheur français n'est pas économique ni technique, c'est un malheur identitaire. On s'est oublié nous-mêmes. Ça va au-delà d'immigration, même si l'immigration est
occupe le centre On de va en la parler. place. En fait, considérez-vous que l'identité, elle est mise à mal par la prédominance d'un universalisme abstrait colporté par ce que vous appelez la dictature des trous du cul? Oui. L'identité, elle est mise à mal par un système et des profils psychologiques qui servent ce système, qui n'ont précisément pas d'identité. C'est-à-dire qu'ils ont une identité de prédateurs, suprémacistes. Ce sont les vrais suprémacistes. C'est-à-dire qu'ils colonisent tous les espaces. Ils ont colonisé Radio France, France Télévisions, le gouvernement, le Conseil d'État, Conseil, je sais pas quoi, constitutionnel, l'Europe évidemment. Ils ont colonisé les États-Unis. Vous voyez tout le mal qu'a Trump à faire appliquer ses décisions. Il y a des juges faits des héros qui rejettent les décisions de M. Trump, qui lui mettent des référés complètement illégaux. Hein, il n'a plus le droit de virer les fonctionnaires. Enfin, la Californie colonisée par ces gens-là. Ils ont quand même réussi à cramer Los Angeles. Et il n'y avait pas d'eau dans les réservoirs d'eau de Los Angeles. L'État qui taxe le plus aux États-Unis. Ils ont l'impôt sur le revenu le plus cher aux États-Unis. Donc, ces profils-là, ils ont une identité qui, en fait, ils compriment notre identité à nous, individuelle et collective, la transformant en victime ou en esclave. En gros, un voyou, très simple, un Marocain a violé Philippine, il a tué, on nous dit on n'y peut rien, les frontières sont ouvertes, le juge, il a appliqué la loi, 90 jours de rétention. Mais non, ils font de nous des victimes. Donc un viol, un meurtre comme ça, c'est normal. Ou des esclaves en entreprise. Tu fermes ta gueule, tu applaudis toutes les bêtises, et c'est la compliance, c'est l'obéissance. Or, ça, c'est pas la France. La France est un pays de l'honnête homme. C'est-à-dire une autonomie intérieure, intellectuelle. Ça ne veut pas dire un pays d'insurrectionnels, mais ce n'est pas ni la victimisation, ni l'esclavage. Mais tout votre livre, d'ailleurs, il vise non pas à sauver votre lecteur, mais surtout à lui donner l'envie de s'intéresser à son identité, qui est, dites-vous, source de liberté et de puissance. Et cette identité, elle précède dans votre esprit l'économie, la politique et même les droits individuels? L'économie et la politique, certainement, parce que ce sont des individus qui créent des entreprises, qui créent l'aviation. Ce n'est pas un hasard que l'aviation soit née en France, ou le cinéma, ou l'automobile. C'est le génie français. C'est le génie français qui a industrialisé la France et qui a fait la Tour Eiffel, qui a fait les paysages de France. Et c'est le génie français qui a fait le Mirage, la Gazelle, le Concorde. Les droits individuels, au fait, je les remets à leur place. C'est-à-dire que l'identité n'est pas démocratique. C'est-à-dire que même moi, si je voulais devenir chinois, d'abord les Chinois n'en voudraient pas. Je ne connais pas de Driss chinois, ni de noir chinois. Mais même si je faisais l'effort, je n'y arriverais pas. J'appartiens toujours au Maroc. Alors je peux apprendre le chinois, si j'ai des bons neurones, mais je ne deviendrai pas chinois, parce que j'aurais des réflexes marocains, musulmans, tout ça. Je n'ai même pas réussi à devenir pleinement français. Dans ce livre, je l'avoue. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a des limites aux droits individuels. Au fait, le problème de notre époque, c'est qu'on a mis la démocratie et les droits individuels comme un objectif. Ce n'est pas un objectif, c'est un contexte. L'objectif, c'est être puissant. Moi, très sincèrement, ça me sert à quoi d'avoir mes droits individuels si une racaille me coupe la tête au sortir de studio? J'aurais une belle jambe. Ça me sert à quoi d'être en démocratie, de changer de sexe ou de me dire que je m'appelle Rachida si le frigo est vide? Donc, les droits individuels, même dans leur définition la plus large, ne sont qu'un des objectifs. La priorité, c'est la puissance. Avoir un pays puissant, prospère et se défendre. Même physiquement, on en est là. On a des gosses qui se font trucider. C'est assez surprenant, c'est que vous critiquez le concept de citoyen du monde. Oui. Mais alors, vous êtes né marocain, vous inspirez du Maroc, oui. Votre identité, vous la faites vôtre en France, oui. Et vous vivez à l'étranger, dans aucun de ces deux pays. Bon, ce citoyen du monde, il permet quand même d'avoir un enracinement dans une culture. Ce n'est pas incompatible, l'enracinement d'une culture, avec l'ouverture sur le monde, si? Non, on s'ouvre vraiment sur le monde, c'est-à-dire sur autrui, l'étranger, que quand on est enraciné en soi-même. Moi, je ne peux comprendre un Mongol ou un Japonais que si je me comprends. Je sais que c'est un copain guadeloupéen qui me l'a dit. On se montait je lui parlais du racisme anti-blanc, lui il me parlait du racisme anti-noir. À un moment, on s'est engueulé. Après, on s'est rabiboché et je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'as engueulé ?» Il m'a dit « J'ai des démons, moi aussi. Ce n'est pas parce que je suis noir et guadeloupéen que je n'ai pas de démons. » C'est comme moi, Driss, je reconnais mes démons, mes zones d'ombre, que je peux me mettre à la place d'un Tchétchène.
ou d'un Béninois, ou d'un Brésilien. Donc le problème avec l'expression citoyen du monde, c'est qu'elle est parisianisée, et c'est le petit milieu parisien qui c'est quoi la conclusion en général, en vérité? Citoyen du monde, donc un Français est l'égal d'un Marocain. C'est complètement faux. Un Parisien ne sera jamais l'équivalent d'un Ivoirien. Nous sommes différents. Parce que les conclusions, c'est quoi? C'est venez chez moi. Or, il n'y a pas, en réalité, venez chez moi, c'est vous êtes chez vous. Non. En fait, il n'y a pas de monde. Dans Citoyen du monde, il n'y a pas de monde. Il y a que des peuples et des territoires, des civilisations. On peut être à l'aise dans le monde, mais il y a des frontières. Il faut les reconnaître. Moi, je suis au Brésil en tant qu'invité. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de critiquer la politique, Lula, tout ça. Mais je sais que je suis chez les gens et je fais un effort pour... de toute façon, avec ma femme qui est brésilienne, l'adaptation, oui. Ce n'est pas un effort. Je suis sous protectorat, sous protectorat étranger. Mais c'est un matriarcat. Mais c'est emblématique, les mariages mixtes, parce qu'il faut faire un effort. Dans le mariage mixte, j'en ai parlé avec une copine latina brésilienne récemment, elle est mariée à un Libanais chrétien. Je lui dis, ça marche? Elle me dit non. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, on est tellement différents. Parce que quand c'est pour le flirt, tout va bien. Mais quand il y a des gosses, il y a des factures à payer. Donc chacun doit faire un effort. Vous évoquez votre épouse est brésilienne et chrétienne. Et chrétienne, tout à fait. Votre livre, il s'adresse aux Français qui ne veulent pas disparaître. C'est son titre. Comment aider un sursaut identitaire que vous appelez de vos voeux? Vous fournissez, j'ai trouvé de nombreuses pistes. J'en ai trouvé une intéressante. Je vous cite. Bien sûr. Si tu es français d'origine, réassimile-toi à ton identité, prends possession de l'héritage de tes aïeux. Cela va aussi de pair avec une réappropriation de ses racines spirituelles. Oui. Le christianisme en France? Oui. Avant de venir vous voir, j'ai fait un saut à l'église, évidemment vide. Mais c'est le service public le meilleur qui est en France. En plus, c'est gratuit. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je n'appelle pas la conversion au christianisme. Je dis juste, vous avez des églises qui sont en général magnifiques. Surtout les anciennes. Les nouvelles sont désincarnées parce que la foi n'y est plus. Vous avez des calvaires, vous avez des saints, Sainte Thérèse de Lisieux, qui sont des exemples de dépassement de la douleur, de la souffrance, de la vengeance, de la revanche de la vie, parce qu'elle est... En général, les saints ont une vie médiocre d'un point de vue social, mais ils sont consacrés après leur mort. Donc vous avez des fresques, vous avez une beauté des églises, l'encens, les chants, toutes les statues. J'étais hier à Sainte-Clotilde, c'est magnifique, les statues près de l'Assemblée nationale. C'est superbe, le travail qu'il y a. Ça, c'est vous. Réinvestissez ça parce que c'est vos protéines. Quand on fait de la musculation, on prend des protéines ou je sais pas quoi, de la créatine. La créatine française, c'est ça. Et ça, c'est pas négociable. C'est la religion du pays. Et ça vous avez jamais eu envie de profiter de ces protéines-là, vous? Alors, nous, je dis nous, il y en a qui l'ont fait. J'ai reçu M. Douchaka il y a peu de temps ici à votre place, qui a quitté l'islam. Bien sûr, ouais. Pas pour d'ailleurs un engagement religieux, spirituel. En général, les musulmans, quand ils se convertissent, ils sont attirés par Jésus. Pas par le dogme. C'est Jésus c'est un ovni, parce que pas de violence, l'amour, fils de Dieu, c'est un truc de dingue pour eux. Même pour les premiers chrétiens. Donc voilà. Moi, j'ai mis 40 ans à me trouver. Je ne vais pas encore sortir de ma voie. J'ai mis 40 ans à trouver ma voie. Je pense que... Et en plus, je suis plus utile en tant que musulman, parce que malheureusement, je vais le dire avec mes mots, à cause d'une bande d'abrutis, de racailles, de voyous et d'imbéciles de gauche qui les ont encouragés là-dedans, vous avez... Et ce n'est pas votre faute, je penserais pareil si j'étais à votre place, vous avez créé l'image du musulman anti-français, du musulman comme égal à l'anti-français. Pas tous. Oui, mais vous êtes cette intelligence-là, moins TVL, bien sûr. Bien sûr, mais pas TVL, pas vous qui connaissez le Maroc, connaissez le monde, mais je me mets à la place du petit Français qui est dans son village, qui voit le grand remplacement, parce qu'il existe, je l'assume, évidemment. Il voit arriver des populations en général musulmanes, son fils se fait taper, sa fille se fait harceler. Donc, dès qu'il y a un abruti qui veut tuer quelqu'un, il crie à l'Akbar. Moi, je serais à la mosquée de Paris, mais j'émettrais une fatwa par mois pour dire « ne criez pas à l'Akbar ». Cette expression n'est pas digne de ça. Vous avez eu le Bataclan. Je pourrais appeler les choses comme un... Mais moi, je pense que je suis utile à la France en disant « écoutez, on peut être musulman ». Je n'ai jamais dit qu'on peut être musulman et français pleinement. Ce qu'on donne à la France, on l'enlève à l'islam. C'est certain. La France n'est pas le pays d'islam. C'est le pays du jambon, du vin et des femmes libérées. Et de la pensée critique. En islam, tout ça, on n'a pas. On l'a eu à un certain moment, Ibn Khaldoun, tout ça, mais nous l'avons enterré
sous 5 mètres de béton armé. D'accord mais je vous dis qu'on peut être musulman, bien dans sa peau, et tendre la main à la France et la défendre. Parce que l'islam a besoin de la France. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il va se retrouver avec qui? L'islam comme civilisation. Ce sera mon dernier point. D'un côté, à l'ouest, les Américains. C'est quoi? C'est les GAFAM, certaines violences quand même. Trump, il veut coloniser le Groenland. Enfin, c'est un truc de dingue. Il veut coloniser Gaza. C'est pas très friendly pour dire ça en franglais. Et on a la Chine. La Chine qui n'aime pas les musulmans de toute façon, faut voir ce qu'il fait aussi en gueule, et qui n'a rien à nous dire. Qu'est-ce qu'on va dire aux Chinois? Rien. Rien. Nous sommes, bien sûr, on fait du commerce, mais il n'y a rien. Avec la France, malgré toutes nos différences, on a fait des grandes choses. Ben, ça m'amène directement à mon autre sujet, qui était celui de l'ouvrage, que vous avez évoqué à l'instant, c'est l'immigration, l'assimilation. Alors vous défendez une assimilation forte, plutôt qu'un modèle multiculturel. Et alors, là encore, j'ai des difficultés à comprendre cela, parce que vous dites, vous écrivez, la grève française est arrivée trop tard, vous parlez de vous. Bien sûr. Je ne me plains pas, je suis un hybride, tel un olivier, mes feuilles sont vertes d'un côté et grises de l'autre. Donc vous faites un appel à l'assimilation tout en disant, moi, Driss Ghali, qui vous parle, cette assimilation, elle n'est pas parfaite. Bien sûr, mais il n'y a pas d'inconvénient à ça. Vous savez, il y en a qui sont nés sans un bras, sans un œil, il y en a qui sont nés diabétiques. C'est un handicap alors. C'est un handicap alors. Ah oui, là on est au cœur du problème. L'assimilation, c'est un sport dangereux. Si ça marche, ça donne des gens merveilleux. Ça donne c'est comme les chevaux pur sang. Parfois, on fait des croisements qui donnent des trucs merveilleux. Je suis un fils de paysan, milieu paysan. La greffe, quand ça marche, c'est génial. Vous trouvez des oliviers qui donnent 2 fois plus de production, qui résistent aux parasites. Et parfois, ça donne des spécimens moins forts. Et donc, je dis l'assimilation, si c'est pour améliorer l'individu, banco. C'est pour faire un grand Français, un bon Français, quelqu'un qui soit utile au pays. Mais si c'est pour faire un Français au rabais, mal dans sa peau, moi, franchement, je préfère avoir affaire à un Algérien ou un Marocain amélioré qu'à un mauvais Français. Parce que, pour comprendre, la France, pour moi, c'est une pharmacie. Il y a plein de remèdes. Alors, soit on prend tous les remèdes en même temps et on devient Français, mais il y a des risques d'accident, soit, ce que je trouve beaucoup plus utile et beaucoup plus noble, c'est qu'on prend les vitamines qui vont bien. Parce que grâce à la France, dans la colonisation, Maroc, Algérie, Tunisie, l'Afrique, nous avons appris la rigueur. Nous avons appris le cartésianisme, la raison, et nous avons appris une ressource rare qui est penser contre soi-même. Ça, vous nous l'avez déjà bonifié, comme un terrain. La France, c'est un engrais. Moi, je pense que si déjà on fait ça avec les immigrés, bien sûr, ceux qui vont s'assimiler, qui s'assimilent, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais le reste, au lieu de les rejeter, de leur dire vous êtes des mauvais Français, qu'ils restent même étrangers en France avec des passeports étrangers, mais qu'ils s'inspire de l'engrais français. Mais je vois très bien votre vision exigeante de l'intégration. D'ailleurs, vous le dites à nouveau dans le livre, vous dites faites attention à ne pas devenir des Français de contrefaçon. C'est votre terme. Une phrase qui mérite au moins d'être claire. Mais, et vous dites à nouveau, il vaut mieux être un grand Marocain, algérien, qu'un Français de pacotille, un grand Marocain. Alors, il a vocation à retourner dans son pays, le grand Marocain. Très bonne question, très bonne question. Moi, je pense que il n'y a pas de place. Vous voulez vraiment ce que je veux dire est la vérité. Je ne vais pas exiger de quelqu'un qu'il aille faire la révolution au Maroc ou qu'il aille même faire des affaires au Maroc parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. L'économie toute petite. C'est parce que disait votre roi Hassan II, qui disait de son vivant qu'il voulait que les Marocains qui étaient en France, une fois qu'ils avaient été formés, reviennent au Maroc. Il y a de la place au Maroc. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, attention. Expansion. Alors, je vais revenir sur En fait, comme toute question humaine, on vit une époque vertigineuse et merveilleuse parce que vous avez une diversité de cas. Il y a un Marocain né dans le 95, donc pour la gauche et pour le mainstream, il est français. Il est né dans le 95. Il a fait ses études en France, primaire, collège, lycée. Merci la France. Ça, c'est un service que vous devriez facturer au Maroc. Et il a inventé un moteur à hydrogène qu'il a présenté au Maroc. C'est symbolique, il ne l'a pas présenté en France, il l'a présenté au Maroc. Et là, il fait le tour du monde de Pininfarina, Ford, les Chinois, pour passer en phase industrielle. Ce type est un génie. Un génie. Ça, c'est le Marocain amélioré. Moi, sincèrement, je m'en fiche s'il a des papiers français ou pas. Tant qu'il produit de la puissance, tant qu'il est heureux, ça me va bien. Maintenant, vous avez
Donc ça, c'est des cas, mais ils sont rares. Le retour au Maroc, moi, je ne vais pas vous dire n'investissez pas au Maroc, mais je dis le Maroc, c'est un problème d'identité aussi. Tous les peuples ont un problème d'identité ou une solution identitaire. Il y a un problème d'identité, nous avons la corruption, nous avons le clientélisme, nous avons le népotisme. Donc, quelqu'un qui a grandi en France, investir au Maroc, moi je lui dis vas-y, mais avec des précautions. Parce que ça ne va pas être la France. Il faudra s'adapter aux mœurs locales, que je déplore, mais je ne vais pas... Il faudra s'adapter. Mais pour refaire de la politique au Maroc, au fond de moi-même, je vous dis très sincèrement, peu importe les conséquences, hein, vous me donnerez des oranges, hein, vous me livrerez des oranges en prison. En France, on peut encore sauver la France. Il est déjà un peu trop tard. Mais on peut encore faire quelque chose des vestiges, de ces magnifiques vestiges de l'identité française et de cette diversité. Moi, je fais ce pari-là. On peut encore construire quelque chose. Mais il faut beaucoup de courage. Le Maroc, c'est trop tard dans un sens. Parce que il faut tout refaire. Et je suis un des rares qui disent ça. Parce que vous trouvez un Marocain éduqué, il va vous dire le Maroc, les autoroutes, les ronds-points, le TGV. Mais moi, je dis très sincèrement... Tanger. C'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui importe, moi? Moi, il importe l'être humain. Le grand péché des pays d'Afrique du Nord, c'est qu'on se fiche complètement de l'être humain. On investit sur du béton et du TGV. C'est bien, mais c'est du maquillage. Il y a oh là là, je vais dire des choses je vais regretter. Il y a un proverbe marocain qui dit « passer du rouge à lèvres sur de la morve ». Imaginez, là. Nous, les Africains noirs et les Arabes, nous nous méfions de l'être humain pour plein de raisons qu'on n'aura pas dans d'aborder. Donc, on est rassuré par le hardware, par l'infrastructure, le béton, les ponts, les viaducs, c'est bien. Mais le problème au Maroc, et partout ailleurs dans ces pays-là, c'est l'individu. Et l'individu, c'est la grande résistance. Et vous, les Français, vous avez vaincu l'individu grâce au christianisme, la royauté, l'État. Vous avez un individu docile, trop docile. Vous avez un individu discipliné, trop discipliné, gentil, trop gentil. Nous, on n'est pas comme ça. Parce que nous étions dans des milieux tribaux, féodaux, où l'État était inexistant, en Algérie. Même au Maroc, l'État, dans ses belles années, il couvrait le pays, mais en général, il était limité à Essaouira, Tétouan, les grandes villes. Fès, Marrakech, mais le Maroc profond, celui de mes grands-parents, ils voyaient l'État une fois tous les 10 ans pour ramasser l'impôt. Et encore avec le fouet, parce que la caravane qu'on appelle ça la herka, c'est-à-dire l'expédition punitive, elle passait. Vous voyez, donc, moi, j'aime trop l'être humain pour leur dire faites ci ou faites ça. Je leur dis, les gars, ouvrez les yeux. Écoutez, il nous reste malheureusement peu de temps. On reviendrait, Driss, parce que de toute façon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur TVL. Vous savez, l'identité doit être au cœur des préoccupations françaises. Et, allez, si le pays veut retrouver son influence et sa cohésion, on a bien compris. Si on tient compte de vos recommandations, des préconisations d'un livre qui tourne des fois un peu au développement personnel. Hein, oui, bien sûr. D'accord. À quoi ressemblerait, selon vous, la France qui aurait réussi à retrouver son identité dans 20 ans, dans 30 ans? Comment vous la voyez? Et est-ce qu'elle en est capable? Est-ce qu'elle en est plus capable que d'autres pays occidentaux? Est-ce qu'elle est toujours la fille aînée? Malheureusement, elle est devenue la fille aînée de la gauche. Elle a remplacé le christianisme par une religion de gauche. C'est pour ça que nous sommes moins bien partis moins avantagés que les Américains qui ont quand même gardé le protestantisme. Ultralibéral capitaliste, la religion de l'argent aussi, mais au moins, ils peuvent divorcer avec le wokisme plus facilement que nous. Nous, on a tué le Christ, malheureusement, et on a mis à la place Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, BHL, voilà, tout ça, Bourdieu, Badinter. Donc, c'est difficile de nous libérer de cette prison mentale. Et moi, je m'en suis libéré. C'est ma femme qui m'a libéré. Peut-être que les femmes françaises, devant autant de faits divers, de viols de Louise et d'Elias, peut-être qu'elles se réveilleront avant les hommes. Maintenant, dans 20 ans, que peut être la France? Moi, mon projet, à titre, il n'engage que moi, retour à la figure de l'honnête homme. C'était un homme, c'est un modèle français, un idéal français, qui se défend lui-même. Donc, il fait un peu de boxe. Il lit lui-même, il écoute TVL parce qu'il s'est réinforme, il n'a pas besoin de lire Le Monde, L'Immonde et Libération, et il est autonome financièrement. Et il détecte le bien et le mal, il sait qui l'enfume. Donc quand il voit le gouvernement, il sait que c'est l'ennemi. Qu'aujourd'hui vous avez plein de naïfs qui ont fait Bac+10 et qui me disent que Macron a quand même bien géré la pandémie. On en est là. Ils sont complètement à l'ouest. Donc c'est un honnête homme. Et une partie de l'immigration, moi j'appelle ça de mes voeux, qui rejoint le peuple de souche, qui est le peuple légitime du pays, hégémonique, il doit toujours garder son hégémonie culturelle, il doit fixer le cap, toujours. Sinon, ça deviendra le Maroc ou l'Algérie. À ce moment-là, je reste chez moi. Si c'est pour vivre entre les miens, je reviens chez moi. Ils seront toujours plus authentiques et plus la saveur sera là. Ce peuple d'immigrés, il faudra l'amalgamer avec vous par le projet et non pas par le sang. Parce que l'islam est trop fort,
Il est trop fort. Très difficile de faire l'amalgame par le sang, me semble-t-il. Un exemple, ce sera la fin. Comme je suis un bourgeois qui travaille à la maison, je fais du vélo d'appartement. Dans une salle de sport, évidemment. Du bobo, on ne dit pas bourgeois. Oui, bobo, pardon. Il ne faut pas dire la vérité. donc, on est une vingtaine. Il y a un prof qui crie des instructions et la musique est très élevée. On a 45 minutes. On en sort avec le cœur qui bat et on a mal aux fesses. Eh bien, on le fait avec des inconnus, des parfaits inconnus. Eh bien, au bout de 45 minutes, ce sont mes frères et mes sœurs. Parce que nous avons vécu une épreuve ensemble. La même chose s'est passée en 14-18 et 39-45, avec des tirailleurs sénégalais. Voilà. On a besoin peut-être d'une guerre ou d'un projet ambitieux extérieur pour amalgamer les gens. Parce que le sang ne se fera pas. L'islam est trop fort. Il y a une distance raciale. Moi, j'aime bien le métissage parce que je vis au Brésil. Mais il y a une distance raciale quand même qui est là. À part quelques cas, l'amour peut foudroyer les gens. Moi, je pense qu'il y a un projet plutôt international pour amalgamer les gens qui veulent s'amalgamer. Sans les obliger à une chimère qui est l'assimilation parfaite, parce qu'on le voit bien qu'ils ne s'assimilent pas. L'identité d'abord, la poursuite de cette discussion, elle est dans cet ouvrage que je vous invite à lire et que beaucoup de personnes lisent avec intérêt parce que c'est vraiment un témoignage très personnel et qui sort complètement des sentiers battus. L'être ouvert d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Allez, toute dernière question, vous êtes réconcilié avec le Maroc? Ça va arriver un jour? Ça arrivera. Je suis tombé sur... je tombe sur le problème dans les pays... C'est une question personnelle. Bien sûr, mais c'est dans le livre. Je suis réconcilié avec mon père, ma mère, c'est déjà beaucoup. Avec mon village, je revendique mes racines paysannes. Le problème, c'est qu'au Maroc, nous avons le même phénomène qu'en France. Nous sommes colonisés par des médiocres ambitieux, pour ne pas dire des enfoirés, dans tous les domaines, haut en bas, au milieu, en haut. Et j'ai du mal à gérer ça, parce que je suis trop français, trop cartésien. C'est pour ça que je dis, je n'appelle personne à aller là-bas, ceux qui ont grandi ici, parce qu'ils sont déjà francisés. Et là-bas, c'est un autre software. Donc moi, j'ai beaucoup souffert avec ça, parce que moi, je suis très... premier de la classe, gentil garçon, voilà. Mais j'ai trouvé des grands Marocains, actuellement. J'ai trouvé des grands Marocains, j'en parle d'un qui travaille dans une municipalité que je ne citerai pas, de tous les domaines, pas forcément des francophones, parce que, voilà, et qui sont en train de me réconcilier avec mon pays, parce que ils ont cette espèce de... Ce qui manque un peu parfois en Occident, ils ont le lien s'établit très facilement. Il y a une espèce de compagnonnage, au fait. Driss Ghali, vous êtes jeune, très jeune. Au jour dernier, où est-ce que, ce dernier jour, où est-ce qu'on souhaite être enterré? Moi, c'est... En France, au Brésil, au Maroc, en Chine, sans aucune hésitation au Brésil. Hein. Sans aucune hésitation. Après, c'est Dieu qui décide. Peut-être que ce sera dans un avion, quelque part. Non, mais je pense que... Pas dans la terre de vos pères. Non, je suis déjà... j'ai assez pris. Là, j'ai besoin de sédimenter tout ça. J'espère y arriver. Et de prendre tout ça. Je pense que j'ai une vocation vraiment internationale. Si Dieu me prête vie et si ce livre vend bien, moi, j'aimerais bien être l'ambassadeur de cette cause-là, de réconcilier les identités. Au lieu de rentrer dans un rêve globaliste stupide... Starbucks, ou de gauche, la laïcité, tout ça. Non, je pense qu'il y a un truc à faire, parce que les Marocains ont le même problème que vous avec l'identité. Bon, vous voyez l'islam qui vous envahit, mais nous, on a TikTok, on a la drogue, le cannabis et toutes les drogues là, de synthèse qui arrivent. Nous avons été déracinés du monde paysan, on nous a mis en ville, ce qui fait que la famille marocaine qui compte 20 personnes, elle est dans un petit appartement. On a un taux de divorce stratosphérique, multiplié par au moins 3 depuis 10 ans. Nous avons un problème d'islam. Notre islam n'est pas l'islam saoudien que nous pratiquons aujourd'hui, qui arrive par Al Jazeera. Notre secteur audiovisuel est incapable, je redis, incapable de contrer Al Jazeera, parce qu'il n'attire pas les meilleurs. Pourquoi il n'attire pas les meilleurs? Parce qu'un bon journaliste, et on est chez TVL, il y a des bons journalistes, il pense par lui-même. Au Maroc, on a peur de penser par nous-mêmes. Je froisse le ministre et je perds ma carrière. On est comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas un pays développé. Ce n'est pas à cause de l'Algérie ou d'Israël ou de la France. L'Algérie, c'est pareil. Les Algériens, c'est des Marocains qui appuient sur l'accélérateur. Donc tout est grossier. Mais c'est la même chose. Nous avons peur de l'être humain. Un journaliste, il faut lui donner la liberté de penser. Donc de se tromper. Nous, on ne peut pas se tromper. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la propagande. Donc on n'arrive pas on n'arrive plus à nous réinventer. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur le Maroc. Mais bon, rares sont ceux qui vont dire ça. On transmettra le message à Mohamed et Moulay Hassan qui écouteront avec intérêt le descriptif que vous faites de Bien sûr, non, mais j'aime mon pays, c'est pas le problème. Mais c'est au-delà du politique. C'est l'âme
Qui est assez puissant pour toucher dans l'âme d'un pays? Un prophète, une sainte. Nous avons au Maroc les marabouts, qui peuvent être des hommes. En général, c'est des hommes ou des femmes. Moi, je réponds au marabout de Sidi Abdallah, près de Sefrou. Là, on touche l'âme. Vous voyez la complexité du truc. Au Maroc, nous avons la même maladie qu'en France. Ça, c'est un peu votre faute, mais c'est pas grave. On a foncé dessus. On a la maladie des polytechniciens et des ingénieurs. C'est-à-dire qu'on réduit tout à un business plan. Aujourd'hui, ceux qui ont le vent en poupe au Maroc, c'est les financiers. Ils ne comprennent rien, parce que le blocage au développement, c'est l'âme humaine. Et pour la toucher, il faut des littéraires, des gens qui font de la spiritualité. Voilà, et tout ça, c'est les diplômés de l'EDEC et de Centrale Supélec qui nous en parlent. Il n'y a pas mieux qu'un repenti. C'est le repenti qui vous dit la vérité de l'autre côté. Voilà, c'est l'histoire d'un repenti. Merci, Driss Ghali.